Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on accueille Thierry Ruchon. Donc, Thierry, il vient du CEA Saclay, sur les attosecondes, et il va nous faire une présentation sur l'histoire des attosecondes. Alors, il a d'abord fait sa thèse, il vient de Rennes, il vient d'ici, et il a fait sa thèse au laboratoire de physique des lasers, qu'il a soutenu en 2005. Puis après, il a poursuivi sur un postdoc avec Anne Mullier à Lund. Et ensuite, il a été embauché en 2007 au CEA, au LIDIL, dans l'équipe des attosecondes. Merci Marina. Alors, je vais juste essayer de le mettre en plein écran. Voilà. Alors, il y a une petite inexactitude. Je ne viens pas exactement de Rennes, mais de beaucoup plus à l'ouest, entre Guingamp et Morlaix. Mais bon, vu de loin, c'est pareil. Donc, merci pour l'introduction. Alors, sur la demande des organisateurs, je vais faire un exposé relativement grand public. Le niveau sera peut-être un peu faible pour certains d'entre vous. À la fin, ça accélérera un peu. Prenez ce que vous voulez. Donc, je viens effectivement du CEA Saclay. Et en fait, je viens du laboratoire où Anne Mullier et Pierre Agostini ont fait les découvertes qui leur ont valu le prix Nobel. Donc, c'est pour... Alors, ils ont eu le prix Nobel. Donc, les transparents sont en anglais, mais je vais faire le discours en français si ça convient à tout le monde. Ouais, c'est un mélange des deux. Donc, Pierre Agostini, Ferenc Krauss et Anne Mullier ont eu le prix Nobel pour la découverte de méthodes expérimentales qui génèrent des impulsions attosecondes pour l'étude des dynamiques dans la matière. Alors, on va essayer de faire un peu l'exégèse de ce libellé. Une attoseconde, c'est quoi? Alors, ceux qui sont arrivés en avance ont eu un avantage, ils ont vu un certain nombre de films. Une attoseconde, c'est 10-18 secondes. Donc ça, c'est dit. Et ça sert à l'étude des dynamiques d'électrons dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dynamique? Les dynamiques habituelles, c'est on fait un choc et on regarde ce qui se passe. Bien sûr, ici, ce sont des dynamiques millisecondes. Si on regarde, et ça, ceux qui sont arrivés en avance l'ont déjà vu, les échelles de taille dans la matière, dans l'univers, on passe d'échelles centimétriques, millimétriques pour les cellules ou le corps humain, à des échelles nanométriques, voire en deçà, pour les orbitales électroniques. Entre-temps, on a l'électronique, les plasmons, l'ADN au milieu, les molécules ici. Et si on regarde les échelles de temps associées, caractéristiques, on voit que ça va, pareil, en descendant. On part ici, pour la biologie, l'échelle de temps, c'est la milliseconde, et si on descend, on arrive ici, pour les électrons, à l'attoseconde. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on... donc, à chaque fois qu'on diminue d'un facteur 1000 l'échelle de taille, on diminue d'un facteur 1000 l'échelle de temps, grosso modo. D'ailleurs, et c'est un calcul qu'on peut faire assez facilement à partir de la L3, si on regarde le temps que met un électron sur sa première orbite de Bohr à faire le tour de son cœur, on trouve 150 attosecondes. Donc clairement, les électrons, c'est de l'attoseconde. Donc ici, ce qu'on va regarder pour les dynamiques attosecondes, ça va être quoi? Ça va être l'interaction d'un électron avec un photon essentiellement. Tout le reste est trop long. Voilà, donc on a fait attoseconde, dynamique d'électrons dans la matière. Il y a un autre point qu'il faut mentionner, c'est des impulsions de lumière. Pourquoi des impulsions de lumière? Alors qu'on peut penser qu'il suffirait d'avoir un appareil photo un peu perfectionné pour faire ces mesures. Ben non, les appareils photo, ça repose soit sur de l'électronique, soit sur de la mécanique. Et donc, on l'a vu, ce sont des échelles de temps millisecondes, voire quelques fractions de millisecondes. Pour aller plus loin, ça ne marche pas. Alors, il y a eu des tentatives pour aller plus loin que la milliseconde, par exemple la chronophotographie, inventée au XIXe siècle par Étienne Jules Marais, où on laisse ouvert le shutter et puis on prend une série de photos très rapprochées, comme ça, et puis on arrive à isoler un mouvement. Mais ce n'est pas toujours assez rapide. Par exemple, ici, on voit que la danseuse va trop vite, alors que si, par exemple, on laisse ouvert le shutter d'un appareil photo, l'obturateur d'un appareil photo, et qu'on envoie une série de flashs lumineux à des instants bien précis, là, ouais, on est dans le mode stroboscopique, on arrive à figer le mouvement. Et on voit apparaître la notion d'impulsion de lumière. Si on éclaire, c'est un peu comme en boîte de nuit le stroboscope, si on éclaire de façon très ponctuelle la scène, on fige le mouvement. Donc ça, c'est une technique qui s'est développée en particulier dans les années 50 avec le progrès de l'électronique rapide, notamment aux États-Unis avec Edgerton, qui a fait un tas d'études. Ensuite, on voit ici les stroboscopes.
Par exemple, alors c'est étonnant, quand on cherche sur le web, il y a plein d'études sur la propagation des balles dans différentes choses. Donc là, je ne sais pas si c'était le marchand de balles ou le marchand de compote qui avait demandé, mais enfin bon, il y en a plein des comme ça. Donc c'est bon pour tout ce qui est microsecondes, par exemple la mécanique des fluides. Mais pour aller au-delà, ça ne marche plus. Donc avec cette introduction, on voit que pour avoir accès aux dynamiques électroniques, il faut juste avoir des impulsions lumineuses attosecondes. Et c'est là qu'arrivent nos 3 prix Nobel de 2023, d'octobre. Donc Pierre Agostini, Ferencross et Annullier. Pierre Agostini qui est affilié à l'Université d'État de l'Ohio, Ferencross au Max Planck Institute normalement. Voilà, c'est le premier. Et Annullier à l'Université de Lund en Suède. Alors, et ça a été présenté comme ça. En fait, si on lit le texte qui va avec l'attribution du prix Nobel, on voit que, finalement, en fait, non. Les travaux ont été faits dans un centre de recherche à Paris-Saclay en France. C'est le CEA à Saclay. Alors finalement, quand on regarde plus précisément, ça c'est pour des travaux au CEA, ça c'est pour des travaux au CEA, et lui, il n'était pas du tout en Allemagne, il était à Vienne à l'époque. Donc on se rend compte que il y a eu, enfin, les affiliations pourraient être un peu différentes. Et d'ailleurs, quand on a des archives au CEA et on a regardé, pour les chercheurs, ils connaissent l'HCERS, on a des inspections de temps en temps, puis il faut présenter un rapport d'activité du laboratoire. Alors, à l'époque, on montrait des transparents et vous voyez que notre laboratoire était divisé en 3 groupes, l'un avec Didier Normand et Morellec, et puis il y avait Pierre Agostini dans un groupe et Annullier dans l'autre groupe. Donc c'était vraiment des voisins dans 2 équipes voisines de bureau. Alors, Anne est arrivée en 81, je crois, au CEA, et elle a, alors je montre cette photo parce que elle a soutenu sa thèse en 86, avec comme président Koen Tanuji, excusez du peu, mais surtout, alors ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est le titre de la thèse, c'est ionisation multiphotonique et multiélectronique. Alors, ionisation multiphotonique, ça veut dire quoi? Quand on tape assez fort avec de la lumière sur n'importe quel matériau, en général, il y a des électrons qui partent. Là, c'est un exemple en physique de la matière condensée, mais ça marche aussi sur les gaz, ça marche sur n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle l'ionisation photonique. Alors, multiphotonique, c'est quand il y a plusieurs photons. Et multiélectronique, c'est quand il y a plusieurs électrons qui partent. Et en fait, c'était un... Donc, je dis, il faut taper assez fort. Donc, l'idée, en fait, c'est de prendre un laser et de concentrer son énergie dans un temps assez bref pour que le champ électrique soit assez fort pour évacuer l'électron. Et donc, naturellement, ce domaine se développe avec l'invention des lasers. Concentrer l'énergie dans l'espace et dans le temps, c'est le travail que font très bien les lasers. On remarque que très peu de temps après l'invention du laser, les lasers impulsionnels ont été découverts ou inventés. En 1962, on avait les lasers continus, et puis ensuite on a eu différentes techniques ici qui ont permis de faire descendre la durée des impulsions laser à environ 1 picoseconde. Alors ça ressemblait à ça, un laser de 30 picosecondes à Saclay dans les années 80. Et avec ça, c'est idéal, on peut étudier l'ionisation multiphotonique qui intéressait beaucoup le CEA, parce que le CEA, il y a des activités aussi qui sont liées aux effets des radiations. Donc, ils ont recruté Anne, qui développe ce spectromètre. Et alors, le truc, c'est que la plupart des gens, notamment quelqu'un qu'on va voir juste après, Pierre Agostini, étudient en fait les électrons. Et Anne dit, OK, on envoie notre laser sur un gaz, les électrons partent, et moi, ce que je veux voir, c'est la lumière qui sort, comment elle a été affectée. Et ça, c'est c'était pas commun. Donc, elle regarde ici, elle se demande, est-ce que le laser a été modifié? Et est-ce qu'éventuellement, on a fait de l'optique non linéaire? Et est-ce que des harmoniques ont été émises? Et là, elle développe ce spectromètre, donc. Elle regarde la lumière émise. Et là, en optique non linéaire, on attendait peut-être l'harmonique 3, la 5, peut-être 7. Mais c'était un peu le... Enfin, c'était censé décroître exponentiellement. Et puis s'arrêter là. Et en fait, là, il y a une surprise. C'est qu'elle découvre beaucoup d'autres harmoniques. Jusqu'à... Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 13. Si on trace
là c'est le numéro de l'harmonique, le rendement de chaque harmonique. On se rend compte qu'au début, comme prévu, ça décroît de façon exponentielle. Puis ensuite, on atteint une forme de plateau avant une coupure ici. Et donc, on a trouvé 14 harmoniques. Je me suis trompé, ce n'était pas 13, c'est 14. Tout de suite, ils se rendent compte que c'est très important. En particulier, à l'époque, les synchrotrons commencent à être dans le jeu. Et ce sont de grosses machines qui permettent d'avoir accès à de la lumière XUV. Là, quand on fait l'harmonique, disons, je pense qu'il y avait 27 d'un laser à 800 nanomètres, alors il était à 1000 nanomètres là, on tombe dans l'XUV aussi. Donc on a une source de rayonnement XUV. Donc elle dit, ok, ça c'est super, cette source, elle pourrait peut-être remplacer les synchrotrons. Donc ça c'est l'article original. Cependant, ils ont vu ça et personne ne comprend comment ça marche. Ce n'était pas prévu, on devait avoir harmonique 3, 5, 7, peut-être 9, et on en a plein. Alors il continue quand même les études expérimentales en disant on va documenter le phénomène et peut-être qu'on trouvera. Et il y a notamment un point important, une découverte importante qui se passe dans les années 80, c'est la technique de chop pulse amplification. C'est ce qui a permis de donner accès au laser femtoseconde de façon avec beaucoup d'énergie. Ça marche comment? Bien, on prend un laser très bref initialement, et si on disait, alors pour faire, comme j'ai dit initialement, pour ioniser, il faut mettre beaucoup d'énergie, enfin il faut mettre un grand champ électrique du laser. Donc on se dit, ok, on va prendre un laser très bref, et puis on va l'amplifier, et puis on shoot ça sur les atomes, et c'est parti. Sauf que si on prend un laser très bref, qu'on l'amplifie, dans des cristaux, avec des miroirs qui réfléchissent, les premiers à se faire ioniser, ça va être le cristal ou le miroir. Donc ça ne marche pas. Donc en fait, ce qu'il faut faire, et ça c'est la découverte des prix Nobel Gerard Mourou et Donald Strickland, c'est de dire, ok, je prends mon impulsion très brève. Une impulsion très brève, ça correspond à un spectre relativement large. Et donc les différentes composantes spectrales sont étalées dans le temps. On les amplifie séparément, donc comme ça, à chaque instant, c'est pas très haut le champ. Et tout à la fin du dispositif, on recomprime. Et comme ça, il n'y a pas de miroir qui a vu toutes les fréquences qui composent l'impulsion initiale amplifiées en même temps, sauf le dernier. Donc c'est la technique d'amplification à dérive de fréquence. Alors, et ça c'est découvert dans les années 80 et ça se répand dans les laboratoires. Et on peut faire des nouvelles expériences. Alors par exemple ici, toujours Anne Mullier et Philippe Balcou, qui a été chercheur aussi à Rennes, découvrent qu'on peut faire comme ça jusqu'à une centaine d'harmoniques, 125 harmoniques. Et il y a plein de documentation, mais on ne comprend toujours pas. Par contre, ce que remarquent les chercheurs de l'époque, alors ça c'est un spectre moderne qu'on a obtenu à Saclay, c'est que si on regarde la largeur spectrale de ces harmoniques, elles vont, alors un photon à 800 nanomètres, c'est 1,5 eV d'énergie, h bar oméga c'est 1,5 eV. Si on fait l'harmonique 100, ça fait 150 eV. Ouais. Donc là on n'a pas fait l'harmonique 100, on a fait l'harmonique 50, disons. Ouais. Donc on a 50 eV de large ici. Si vous mettez ça dans la relation de Cauchy-Schwarz, delta E, delta T, en mettant ici 50 eV, ce qu'on va trouver, c'est qu'ici on est dans la durée attoseconde. En pratique, 100 attosecondes, c'est 18 eV de large. Donc ce qu'ils remarquent tout de suite, c'est qu'on a un spectre très large, et si toutes ces composantes fréquentielles étaient ensemble, on aurait une impulsion attoseconde. Le seul point, c'est qu'on a le spectre, mais on n'a pas la phase relative des différentes composantes spectrales. C'est le film que vous avez vu au début, avec les pendules qui oscillaient, pour ceux qui étaient en avance. Il y a différentes harmoniques qui sont ensemble, et de temps en temps, elles se rephasent. Là, c'est ce que j'ai représenté ici, différentes harmoniques ensemble. La plupart du temps, si je faisais la somme des champs ici, on trouverait 0, mais de temps en temps, ça donne un max. Et si je prends ça au carré, ça donne une impulsion bien plus courte que l'enveloppe de chacune individuellement. C'est comme ça qu'on fait des impulsions attosecondes, on prend plein d'harmoniques et on regarde leur superposition. Donc il faut juste voir que les harmoniques soient en phase. Et là, il n'y a personne qui a aucune idée pour savoir si ces harmoniques-là sont en phase. La bascule arrive au milieu des années 90 avec deux papiers théoriques, l'un de Kullander, Schaffer et Krauss et l'autre de Paul Corkum. L'histoire ne dit pas très bien qui a
Enfin, si c'est deux découvertes indépendantes, qui était le premier, c'est pas très clair. Et ils décrivent le phénomène de la même façon. Alors, est-ce que ça marche? On prend une impulsion laser, c'est ça, qu'on focalise dans un gaz pour atteindre des champs électriques suffisants pour faire de l'ionisation. Là, ça arrive dans le gaz. On focalise sur un atome. On a un champ électrique du laser qui va commencer à tirer les électrons de l'atome. Et en fait, ça les tire subtilement. Ça les tire un peu, mais pas trop. Si bien qu'une partie, alors on la voit la partie, voilà, une partie de la fonction d'onde part, puis ensuite se fait réattirer par le champ laser et recollisionne avec l'ion parent. Et à ce moment-là, quand ça recollisionne, il y a beaucoup d'énergie à libérer, et l'énergie est libérée sous la forme d'un paquet, d'une impulsion XUV. Et on voit que c'est important, parce que là, on a montré la cohérence du phénomène. C'est le champ électrique qui décide quand l'électron part, quand il revient. Donc en fait, ils reviennent à des instants bien particuliers, donc on devra avoir une structure temporelle bien définie. Alors tout ça se passe à chaque fois que le champ électrique est suffisamment intense pour sortir l'électron du potentiel de l'atome. Donc ça va se passer pas au début d'une impulsion laser, ça c'est le champ électrique d'un laser, mais quand le champ est assez important, peut-être ici, là, ça va se passer un certain nombre de fois. Donc à chaque fois, on va avoir sortie, recombinaison, émission d'une impulsion atome, on peut le dire maintenant. Donc en temps, à chaque fois qu'il y a un extrémum, tous les t sur 2 ou t à la période du laser, on a une impulsion émise. Donc si on fait la transformée de Fourier de quelque chose qui est périodique en temps, on a quelque chose qui est périodique en fréquence, et la période c'est l'inverse, t sur 2 devient 2 sur t, donc on a un spectre d'harmonique discrète. C'est de là que viennent les harmoniques d'ordre élevé. Donc, alors en pratique, c'est comme en optique non linéaire habituelle. Par exemple, la seconde harmonique est interdite dans un milieu centrosymétrique. Là, on a un milieu centrosymétrique, la seconde harmonique est interdite. On a une harmonique sur 2, donc ça veut dire qu'on a la troisième, la cinquième, la septième, on n'a que les impairs. Voilà. Donc ça, c'était la version qu'on appelle le modèle à 3 étapes, la version classique. Et juste après, il y a Mašek-Levenstein, Annullier et Philippe Balcou, qui sont tous les trois au CEA, et qui reçoivent la visite de Misha Ivanov et Paul Korkum, et qui font la version quantique. Alors c'est surtout Mašek-Levenstein qui dirige ça. Donc ils prennent des cahiers à spirale et puis ils écrivent de la mécanique quantique correspondante. Et ils arrivent comme ça avec la théorie qu'on appelle l'approximation du champ fort actuellement. Et donc ça c'est 94, et c'est la théorie la plus utilisée peut-être actuellement du phénomène. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça c'est la version quantique de ce que j'ai montré avant. Voilà, on voit des paquets d'ondes électroniques qui sortent et puis qui reviennent, et puis ça interfère, et puis voilà, là on voit qu'il vient, hop, et puis il y a des morceaux qui reviennent, là il y a des morceaux qui reviennent, et à chaque fois que ça revient, il y a émission d'une impulsion attoseconde. Voilà. Encore une fois, ce qui est important ici, donc là on voit en couleur, là, plus la couleur est rouge, plus il y a d'électrons. Là, c'est l'ion, il est sur 0, x égale 0. Et puis l'électron, il va partir comme ça. Et on voit qu'en fonction du moment où il part, l'électron, alors on va prendre peut-être ici, là, il va faire un truc comme ça, là, hop. Et ça, c'est le champ électrique. Donc on voit que, par exemple, il y a beaucoup d'électrons qui partent là, qui vont recollisionner vers là. On voit qu'ils recollisionnent dans un temps très court, beaucoup plus court que la période du champ laser. La période du champ laser, quand on a du 800 nanomètres, c'est 2,7 femtosecondes. Donc de là à là, c'est 2,7 femtosecondes. On voit qu'un petit morceau de recollision ici, c'est une fraction de 2,7 femtosecondes, c'est-à-dire des attosecondes. Donc on voit vraiment que l'émission est localisée en temps. Et voilà, donc du coup, émission localisée en temps, et la première publication arrive en 1996, où on prévoit des trains d'impulsion attoseconde avec la génération d'harmoniques d'ordre élevé. Donc 87, on découvre les harmoniques, 96, on dit les harmoniques devraient avoir une structure attoseconde. Et là, il fallait les mesurer. C'est là que rentre en scène, appelons-le le deuxième prix Nobel de cette année, Pierre Agostini. On l'a vu, on a un spectre, on a l'amplitude, on veut avoir la phase pour voir si les différentes composantes spectrales sont synchronisées ou pas. Une autre façon de dire, pour ceux qui sont plus matheux, c'est on a l'information dans le domaine spectral, on veut la passer dans le domaine temporel, on veut faire une transformée de Fourier. Pour faire la transformée de Fourier, il faut avoir l'amplitude et la phase. Ouais, sinon, on fait que la moitié des choses. Alors, il faut mesurer la phase. Et là, c'est un peu un concours de circonstances, mais Pierre Agostini, il était de
plutôt de l'ancienne école. Il était rentré au CEA dans les années 60. Et puis, lui, il étudiait les électrons qui sortaient. Il n'étudiait pas la lumière comme Hahn. Et en particulier, il avait fait une expérience en 1994 où il regardait les électrons qui sortaient quand on irradiait du césium, comme ça, avec une impulsion XUV, en même temps qu'un laser infrarouge. Et ce qu'il a trouvé, c'est que, je passe les détails, mais quand il y a l'XUV tout seul, il y a un électron qui sort avec une énergie bien définie, et quand on allume le laser, petit à petit, on voit apparaître ici des bandes latérales. Et ça, c'est important. Pourquoi? Alors, c'était déjà vu, mais je passe un peu des étapes. Les collègues de Paris, Alfred Maquet, Richard Tailleb et Valérie Végnard, 2 ans après, montrent que, donnent une interprétation de ce phénomène en termes d'harmonique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a des sidebands qui arrivent? Ça veut dire qu'on absorbe des photons du laser. Donc, on a notre peigne d'harmonique, oméga 13, oméga 15, qui chacun peut envoyer des électrons, émettre des électrons. Et puis, on a le laser en même temps. Donc, l'atome peut absorber une harmonique plus un photon du laser, ou absorber l'harmonique au-dessus, donc on est passé de 13 à 15, et émettre un photon du laser. Et on voit qu'on a 2 chemins comme ça qui finissent à la même énergie. Là, on a l'harmonique 13 à 13 h bar oméga d'énergie, 15 h bar oméga, plus h bar oméga, ça fait 14, moins h bar oméga, 15 moins h bar oméga, ça fait 14 aussi. Donc on a 2 façons d'arriver à la même énergie d'électrons. Et là, vous reconnaissez quasiment le schéma d'un interféromètre de Mach-Zehnder. Donc c'est d'un interféromètre quelconque, ce qui est très bon pour mesurer une phase. Et effectivement, si on écrit l'équation, on trouve que le rendement des harmoniques ici, à cette énergie précise, ça suit une loi de type, une loi d'interférence. En cos de, il y a des termes de vent, mais en cos de oméga tau, mais il y a aussi la différence entre les phases accumulées dans ce chemin-là et ce chemin-là. Et ça, c'est super, parce que du coup, si on arrive à mesurer ça, on arrive à mesurer la différence de phase ici. Donc on a la différence de phase entre l'harmonique Q et l'harmonique Q plus 2. Donc on va avoir l'amplitude, la phase, on va faire la transformée de Fourier, on va avoir l'impulsion dans le domaine temporel. Donc ça s'appelle... Alors tous les noms de caractérisation temporelle ont des noms d'animaux. Donc celle-là, ils l'ont appelée Rabbit. Je vous passe l'acronyme, mais ça ressemble à ça. Alors là, on ne voit pas très bien, c'est peu contrasté, mais on a ici le retard entre l'XUV et l'infrarouge, qui est balayé. Ici, on a l'énergie des électrons. Donc on voit d'abord qu'on a 15, 17, 19, 21, etc. Ça, c'est les harmoniques. Et si vous regardez bien, entre les harmoniques, on a des petites oscillations là, qui sont vraiment des cosinus. Ça, c'est la figure d'interférence qu'on cherchait. Et si on regarde bien, les interférences, elles ne sont pas tout à fait en phase, mais pas loin. Donc on a mesuré la phase relative entre les harmoniques et on doit pouvoir faire la reconstruction. Alors tout ça s'est passé, alors là je vous montre une carte de situation. Le CEA c'est là, donc c'est là qu'avaient leur bureau Pierre Agostini et Anne Mullier. Et en fait il n'y avait pas le laser qui convenait pour faire ça, alors ils sont allés un petit peu plus loin. C'est ici au laboratoire d'optique appliquée qui est à l'école polytechnique, donc c'est 4 ou 5 km plus loin. Ils n'avaient pas non plus le spectromètre qu'il fallait. Donc là, ils ont fait venir des gens de Hollande avec un spectromètre électronique à temps de vol. Alors regardez bien la photo, vous allez la revoir. Ils ont fait aussi venir un théoricien hors pair, Harm Müller, qui est aussi très bon joueur d'échecs, moyennant quoi, ils ont réussi à mesurer, après des jours et des nuits, le premier train d'impulsion attoseconde rapporté dans la littérature, qui fait comme ça 250 attosecondes. Pour la petite histoire, donc j'ai cité Pierre Agostini, Harm Müller, vous retrouvez Philippe Balcou, qui était au LOA, qui était déjà au début de l'histoire, et Pierre-Marie Paul, que vous pourriez croiser un jour, parce que c'est maintenant le chef d'un des grands marchands de laser français, c'est Amplitude. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième personne. Et il y en a un troisième prix Nobel, qui a écrit ce que j'ai appelé le deuxième chapitre sur la mesure. C'est Ferencross. Alors, de quoi s'agit-il? Ce transparent, on l'a déjà vu, on a dit qu'on avait un train d'impulsion attoseconde. Maintenant, Ferencross, ce qu'il voulait, lui, c'est une impulsion attoseconde unique. Donc au lieu d'avoir des émissions à chaque fois, il voulait une seule émission.
Et la stratégie qu'il a adoptée était assez limpide, c'est de dire, en fait, c'est facile, il suffit de faire une impulsion laser plus courte et je vais y arriver. Donc il suffit de faire une impulsion laser comme ça, et là, on aura une émission qu'à ce moment-là. On aura une impulsion attoseconde unique. Et là, il a bénéficié d'une découverte importante faite à Milan par Mauro Nisoli en particulier et son groupe, où alors en fait, les lasers intenses alors là on parle de 3 à 5 femtosecondes, ça n'existe pas comme ça. Il y a des raisons technologiques pour lesquelles ça n'existe pas. Donc en fait, il faut ajouter un module après. Et ce qu'a découvert Mauro Nisoli, c'est qu'on pouvait faire des impulsions plus courtes, ou une autre façon de le dire, c'est élargir le spectre, en focalisant ces impulsions dans des fibres creuses, comme ça. Alors il a développé la technologie, on appelle ça l'automodulation de phase. Il a développé la technologie pour recomprimer les différentes composantes spectrales nouvellement générées avec des prismes. Et puis avec ça, alors après il l'a perfectionné avec des miroirs chirpés. Il s'est fait inviter à Vienne où était Ferenczi, et moyennant quoi ils ont vu à Vienne cette impulsion de 4,5 femtosecondes, ce qui était un record inégalé à l'époque. Moyennant quoi, il est possible de faire des harmoniques avec ça, et voici un spectre d'harmoniques. Alors là, ça a ionisé des atomes au passage, mais on voit que c'est un spectre relativement continu. Alors, souvenez-vous, j'ai dit, à chaque fois qu'il y a un maximum, il y a émission d'une impulsion atto. Comme c'est périodique en temps, c'est périodique en fréquence. Mais maintenant, comme on n'a plus qu'une impulsion, il n'y a plus la périodicité en fréquence, c'est continu. Donc le fait que ce soit un spectre relativement continu, ici, c'est la signature qu'on a une impulsion attoseconde unique. Et la curiosité, c'est qu'on appelle toujours ça la génération d'harmoniques d'ordre élevé, mais il n'y a plus d'harmonique. Alors, ça, c'était sans la CEP. Un détail technologique qui est très important et pas facile à régler, c'est de dire, OK, mais comment je sais, quand je fais une impulsion de 4,5 femtosecondes, que le champ électrique a cette forme-là, et non pas cette forme-là? Ça, c'est ce qu'on appelle une impulsion cosinus. Ça, c'est ce qu'on appelle une impulsion sinus. Si j'ai ça, j'ai une impulsion. Si j'ai ça, j'ai deux impulsions. Et ça, c'est ennuyant pour les expériences. Et c'est là qu'arrivent à nouveau des progrès qui ont été récompensés par le prix Nobel, notamment pour Theodor Hensch. Ils ont inventé des méthodes pour stabiliser ce qu'on appelle la phase porteuse enveloppe, c'est-à-dire de savoir si on est dans un pulse sinus ou un pulse cosinus. Et moyennant quoi, eh bien, les collègues de Garching, de Vienne, ont pu mesurer les premières impulsions attosecondes uniques. Donc c'est la même expérience que le Rabbit. On prend l'impulsion atto, on met un laser en même temps, on ionise du gaz, on collecte des électrons. Là, c'est l'énergie des électrons en hauteur. Là, c'est le temps qui déroule entre l'impulsion atto et l'infrarouge. Et on voit que le spectre des électrons est modulé, est strecké, on dit, en haut et en bas comme ça. Ça paraît compliqué, en fait c'est très simple. Si vous écrivez l'équation du mouvement d'un électron, la dérivée de l'impulsion, c'est le champ électrique. C'est aussi la dérivée du potentiel vecteur associé. Donc si vous intégrez une fois, vous avez l'impulsion finale de l'électron, c'est son impulsion initiale, PF moins PI, on intègre une fois ici, c'est le champ électrique initial moins le champ électrique final, mais à la fin, il n'y a plus de laser, donc c'est 0. Donc finalement, ce qu'on a mesuré ici, c'est PF, c'est l'impulsion de l'électron initial, on peut le dire que c'est 0, plus le champ et le potentiel vecteur du laser. Donc ça, c'est le potentiel vecteur du laser. Et pourquoi ça marche? Parce que je suis capable de définir un temps initial d'ionisation. Si l'ionisation avait lieu pendant tout le temps, on n'aurait pas un AI bien défini, et donc on aurait un petit bazar là. Donc le fait qu'on ait des impulsions attosecondes permet de définir ce temps, et donc on voit ce potentiel vecteur s'écrire ici. Donc il y a plus d'informations que ça dans cette trace. J'ai un transparent qui a sauté, bon c'est pas grave. Et on trouve les impulsions attosecondes uniques. Voilà. Et à partir de là, ça c'est 2001, et bien là, on voit que c'est le coup d'envoi de la physique attoseconde. On voit que ça c'est le nombre de publications avec attoseconde dans le nom. En 2001, vous voyez que ça commence à frétiller, et puis après c'est une explosion linéaire, je dirais. Ça progresse. Alors on voit que les lasers, ça a commencé quand les lasers étaient ici. Après on a eu la Mourou-Strickland pour l'amplification à dérive de fréquence. Ensuite les impulsions atto, là on voit, hop, ça
ça casse, et puis ça continue à progresser, et aujourd'hui, à ma connaissance, c'est 43 attosecondes. La course s'est un petit peu arrêtée à la plus courte maintenant. Donc on voit que c'est une physique qui est née en Europe essentiellement. Actuellement, si vous voulez avoir accès à une impulsion attoseconde, il y a une chose très bien qui s'appelle Laser Lab Europe. En fait, vous pouvez juste, il y a 3 pages à écrire et vous avez accès à un laboratoire attoseconde en Europe, un parmi ceux-là. Et on voit qu'on retrouve les labos historiques. Alors, est-ce que je vais en trouver quelques-uns? Le CELIA à Bordeaux, c'est important que je vais essayer de voir les Français. Le LOA c'est Polytechnique. Le CEA, c'est nous. Et puis, Lund est là aussi. Et je pensais trouver Lyon, mais je ne le trouve pas. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, il y a de nombreux laboratoires en Europe, en particulier 3 ou 4 Français dans l'histoire. En Europe, il y a aussi, alors ça c'est la version expérience de taille moyenne. Vous avez la version grosse expérience. Comme on peut aller au laser électron libre ou au synchrotron, maintenant on peut aller sur une source atto, en particulier à Szeged, en Hongrie, où depuis une dizaine d'années, on a construit cette installation, comme un synchrotron, où on peut demander du temps de faisceau et faire des expériences attosecondes avec des lasers aux performances inégalées. Voilà, donc on est passé en 20 ans à peine de ça à ça, ce qui est une belle performance. Alors, que fait la physique attoseconde actuellement? Alors ça, c'est... alors pour illustrer ça, j'ai repris le livre des résumés de la conférence ATTO de 2022. C'est pas très vieux, c'était aux États-Unis. On voit que même quand c'est aux États-Unis, près des 2/3 des contributions viennent d'Europe. Un quart des États-Unis et puis le reste du reste du monde. Ça parle de quoi? Ça parle. Alors, on a vu, c'est une physique qui vient de la photonisation en phase gaz. Donc, bien sûr, il y a plein d'applications en phase gaz. Il y a encore plein d'études sur la génération d'harmoniques d'ordre élevé en phase gaz. Mais on voit aussi apparaître, pour des parties non négligeables, des applications en matière condensée et de la génération d'harmoniques d'ordre élevé dans de la matière condensée. Alors, pour illustrer ça, on peut montrer par exemple qu'on est capable, avec des limitations, mais de suivre une dynamique électronique, donc comment les nuages électroniques se déforment à une échelle. Alors là, l'échelle de temps, c'est sous la femtoseconde. Ici, une idée, c'est de réussir à avoir les dynamiques ultra rapides de spin. Quand je dis ultra rapide, c'est des choses qui sont inattendues sous la femtoseconde peut-être, ou une femtoseconde. Il y a des applications, et je vais en parler tout à l'heure, en optique quantique. Et puis ce que j'aimerais mentionner, c'est qu'il commence à y avoir des liens vers l'industrie. C'est une physique qui a bénéficié beaucoup des progrès des lasers. Donc on avait les meilleurs labos, c'était ceux qui avaient les meilleurs lasers. Et maintenant, on voit arriver les industriels pour nous demander de faire des sources harmoniques pour, en particulier, l'industrie du semi-conducteur. Donc c'est un cercle vertueux, donc 20 ans de recherche qui permettent maintenant à l'industrie de bénéficier de nouvelles technologies. Et il y a même des domaines inattendus. Alors si vous avez lu Nature la semaine dernière, vous avez certainement vu ça. La première horloge nucléaire a été démontrée dans le groupe de UNI dans le Colorado. Et si vous regardez le dispositif expérimental, ce que vous voyez, en plein milieu, là, je crois que ça faisait, hop, HAG, source d'harmonique d'ordre élevé, qui est au cœur de cette possible révolution dans la mesure du temps. Alors, au CEA, où on en est? En fait, on est parti de là. En gros, on avait cette bouteille de Pierre Agostini. Je dis bouteille, c'est spectromètre électronique à bouteille magnétique. Donc on avait ça, on avait ce genre de laboratoire, et ça c'était en 2014-15. Donc en fait on s'était un peu laissé déborder, et grâce notamment, on avait un groupe qui était moyennement grand, mais qui était dirigé par une personne visionnaire, c'est Bertrand Carré, qui nous a quittés malheureusement trop tôt, à qui le CEA a dit, en fait je vois que vous êtes un peu mal installé, si vous voulez je vous donne ce hangar. et il était vraiment visionnaire parce qu'il a dit oui d'accord. Donc on a mis 5-6 ans à construire un nouveau laboratoire dans un hangar, mais au bout de 5-6 ans, voilà l'état de l'affaire.
On a eu nos premières harmoniques, je pense, en 2016 ou 2017, et on a ouvert une bouteille de champagne. Et là, on a vraiment rattrapé notre retard. Alors, je vous montre quelques photos du laboratoire. Vous voyez que c'est une physique qui se passe avec beaucoup de... En fait, c'est une physique un petit peu chère. Pas très chère, mais un petit peu chère, parce que tout se passe sous vide. Pourquoi? Parce qu'on fait de la lumière XUV, et l'XUV est absorbée dans l'air. Donc on doit tout mettre sous vide, et ça complique significativement les choses. Si on veut tourner un miroir, eh ben, il faut le motoriser. Et il faut mettre un moteur qui n'a pas de graisse, parce que sinon ça va pourrir nos optiques. Donc tout coûte un petit peu cher et tout est un petit peu compliqué. Là, je crois qu'on a 80 moteurs avec un truc comme 500 fils. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, toujours du vide et puis des différents dispositifs. Et puis là, j'aime bien montrer cette photo. Là, ça c'est un ARPES, donc c'est pour étudier les surfaces. Et si vous regardez bien dans le miroir ici, ce que vous allez voir, c'est la bouteille, le spectromètre électronique à temps de vol de Pierre Agostini qui a été recyclé et qui est toujours en usage tous les jours dans notre laboratoire. Voilà. Alors, pourquoi faire? Vous reconnaissez cette équation où je vous ai dit on fait des interférences entre différentes harmoniques. Comme ça, là, on monte, on descend. Et puis, je vous ai dit, ça, c'est la phase entre deux harmoniques successives. En fait, si on écrit plus précisément l'équation, ça paraît compliqué, c'est pas très compliqué, mais je vais juste pointer les deux derniers termes. En fait, ce qu'on fait, c'est une transition électronique de type dipolaire. Donc là, je vous ai dit, en fait, on mesure le champ électrique. Ce n'est pas tout à fait vrai, on mesure le champ électrique fois le dipôle de transition. Donc, quand je vous ai dit on a reconstruit l'impulsion à taux, j'ai sous-entendu, on connaissait le dipôle de transition. Imaginons qu'on ne le connaisse pas, mais qu'on connaisse ça, maintenant, eh bien, on va mesurer le dipôle de transition. Et par exemple, ce qu'on est capable de faire, ça c'est des travaux qui sont dirigés par Pascal Salière, Hugo Marou et leurs collaborateurs, quand on arrive sur une espèce particulière, avec une impulsion XUV, les électrons partent. Mais en fait, les électrons partent pas n'importe où. Ils ont une certaine forme, une forme d'onde P, d'onde S, etc. Et quand il y a une résonance, on s'est dit il y a un autre diagramme qui est différent. Ben là, ce qu'ils ont réussi à faire avec ce film, c'est de montrer que le diagramme de photoémission évolue avec le temps. Donc on voit en quelque sorte la construction de la résonance sur des échelles de temps avec une résolution sous la femtoseconde. Donc une résonance, on ne peut pas parler d'une résonance pour un atome, c'est une résonance qui évolue dans le temps aux échelles de temps de sous la femtoseconde ou quelques femtosecondes. On peut faire la même chose sur des surfaces, ça c'est des travaux qui sont en particulier dirigés par Mauro Fanciulli. Je passe là-dessus. Une évolution de l'affaire. Quand je vous ai dit qu'on faisait des interférences entre deux harmoniques, on pourrait aussi faire l'harmonique d'en dessous et l'harmonique du dessus, etc. Et en fait, une théorie qui a été proposée par Charles Bourrassin-Bouchet, qui est à l'Institut d'optique, c'est de dire, il a fait une analogie avec les mesures de la matrice densité. Donc en fait, ce qu'on mesure quand on fait ces interférences ultérieures, c'est les cohérences entre paquets d'ondes électroniques. Et donc on arrive ici maintenant à mesurer la matrice densité d'un paquet d'ondes électroniques ultra court. Et on arrive même à alors, il y en a qui l'ont fait, nous, c'est sur les électrons, d'autres le font sur les ions, mais on arrive à faire comme ça des états intriqués entre électrons-ions ou ions, différents états de l'ion. Donc on voit que l'optique quantique ou la physique quantique est en train d'arriver dans la physique à taux. Alors, je prends encore 5 minutes pour retourner la situation. Je vous ai parlé du modèle à 3 étapes, et c'est super, ça a expliqué un tas de choses. Ça a expliqué pourquoi il y avait des harmoniques qui décroissaient, un plateau, une coupure, pourquoi certains gaz ça marchait mieux que d'autres, pourquoi quand on changeait la longueur d'onde ça changeait, je ne l'ai pas montré tout ça, mais tout marche. Donc finalement, on a une théorie quantique, l'approximation du champ fort, mais on n'a pas de photons. On n'a pas de photons, sauf quand, au lieu de prendre ce dispositif simple de génération d'harmoniques, on prend notre laser, on le focalise dans un jet de gaz, on regarde les harmoniques, on met 2 faisceaux laser. Que se passe-t-il dans ce cas-là? L'expérience a été faite lors de la thèse de Céline Chapuis. Il y en avait eu d'autres un peu avant, et notamment Pierre Agostini en avait fait dans les années 2000. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ce qui se passe, c'est que d'abord, on voit les harmoniques là. Alors, j'ai démarré un peu vite. On voit les harmoniques ici, puis on allume le deuxième faisceau ici, puis on voit des harmoniques arriver au-dessus là, par pas discret comme ça. Alors, on les appelait des ordres par analogie aux ordres de diffraction, ordre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et quand on regarde
où arrivent ces ordres? En fait, on se rend compte que c'est assez simple. En fait, il suffit de ramener les photons, qu'on avait complètement oubliés, pour expliquer tout ça. Si on écrit, comme en optique non linéaire, que l'énergie, c'est n photons absorbés dans le premier faisceau, n1 dans le premier faisceau et n2 dans le second faisceau, on trouve bien l'énergie des harmoniques. Et quand on dit que l'impulsion, c'est toujours le même nombre de photons du premier faisceau fois l'impulsion du premier photon plus le n2 fois l'impulsion du deuxième photon, eh bien on trouve qu'on a bien émission dans des directions comme ça. Et puis on peut même faire une émission stimulée, puis ça part dans l'autre sens. Et ça marche bien. On peut même aller plus loin. Vous savez que la polarisation de la lumière peut être circulaire. Auquel cas on dit que les photons portent un moment angulaire de spin. La lumière peut aussi avoir un front d'onde hélicoïdal. Auquel cas on peut associer au photon un moment angulaire orbital. C'est ce que j'ai représenté ici, qui est aussi quantifié en unité de h bar. Si le front d'onde est hélicoïdal, ça veut dire qu'au centre, la phase est non définie. C'est ce que j'ai représenté ici, la phase ici est non définie au centre. Si la phase est non définie, on a un zéro d'intensité. C'est ce qui est représenté au-dessus. Donc, quand on a des faisceaux en anneaux comme ça, souvent, c'est pas toujours, mais souvent, c'est la signature qu'on a un moment angulaire orbital dans le faisceau. Il y a un tas d'applications de ces choses-là. Ici, c'est en particulier utilisé pour étudier la chiralité de la matière. Et ici, plus récemment, parce que ça a été redécouvert plus récemment, ça a été aussi étudié pour étudier des molécules chirales, mais nous, on a aussi étudié pour étudier des structures magnétiques. Peu importe dans cette histoire, mais quand je reprends mes deux faisceaux, si un des deux, je lui mets du moment angulaire orbital, par exemple le deuxième qui arrive de travers ici, on peut se dire le moment angulaire orbital, ça va aussi se conserver, et donc du coup, je devrais en avoir de plus en plus quand je monte comme ça. Là. Et c'est effectivement ce qu'on a observé. Là, on voit qu'au début, quand je ne mets pas le deuxième faisceau, on n'a que des harmoniques ici, puis quand je mets le deuxième faisceau, on commence à avoir des faisceaux en anneaux ici. Donc ça marche aussi. On a conservation du moment angulaire orbital. Et ça donne une structure un peu particulière à l'impulsion atto, une structure en double hélice. Alors ça a été une découverte qui a valu sa thèse à Romain Génaud, qui m'a aidé à faire ces transparents, et que je remercie. Et c'est assez amusant parce que vous voyez, il est très fier de dire que dans son jury de thèse, il y avait Pierre Agostini. Mais bon, ça marche très bien. On peut même faire plus compliqué. On peut même mélanger moment angulaire orbital et moment angulaire de spin. Parfois, on a des faisceaux comme ça. Là. Ça, c'est la polarisation en rouge, c'est l'intensité en couleur derrière, qui ont la topologie d'un ruban de Möbius, auquel cas on ne peut plus avoir c'est plus des vecteurs propres ni du moment angulaire de spin ni du moment angulaire orbital, mais d'une combinaison des deux qu'on a appelé le moment angulaire généralisé, et ça marche encore. On a les harmoniques qui prennent Q fois, pour l'harmonique Q, le moment angulaire généralisé. Donc tout marche bien, on peut mettre des photons là-dessus. Donc finalement, si je fais un bilan là, au début je vous ai parlé que du modèle à 3 étapes qui était classique, et puis maintenant je vous parle que des photons, et ça marche aussi. Sauf qu'il y a une chose qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est le rendement des harmoniques avec des photons. Et ça, c'est le dernier point que je voudrais mentionner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on s'est rendu compte que dans la littérature, personne n'avait regardé ça. Donc, on a reconstruit une expérience exprès pour ça. Donc, ça, c'est l'expérience en construction, qui a été dessinée et construite par Meka Vimal. Et ensuite, Martin Lüdman l'a aidé. Et on a refait ces expériences. Vous voyez les petits points qui apparaissent là, les ordres de diffraction. On a mesuré précisément les ordres de diffraction en fonction de l'intensité du deuxième faisceau. On a vu qu'au début, c'est un comportement perturbatif. C'est-à-dire que, par exemple, l'ordre de diffraction 1 croissait comme le E2 à la puissance 1, et l'ordre de diffraction 3 comme E2 à la puissance 3. Et puis, à un moment, ça sature. Et puis, ça décroît. On l'a vu pour toutes les harmoniques, tous les ordres de diffraction. Ce genre de phénomène avec une saturation. Puis, voilà. Et là, on n'avait pas de théorie. En fait, si on s'est rendu compte qu'on avait une théorie, qu'on avait publiée juste un peu avant, on avait fait un modèle à base de champs électriques, basé sur le modèle à 3 étapes. On a vu que le rendement de l'harmonique Q et de son ordre de diffraction P pouvait être développé en ordre successif de perturbation comme ça. Donc on va prendre P égale 1 par exemple, l'ordre de diffraction 1. On a alpha 1 et puis après ça passe à alpha 3, alpha 5, etc. Et ça marchait bien. Et ce qu'on n'avait pas remarqué à l'époque, c'est qu'en fait, les signes des coefficients qui sont devant sont positifs, négatifs, positifs, négatifs. Et là, ça fait tilt. On s'est dit, ah ouais, ok. Donc, on avait ce schéma-là,
et ça fait bien une perturbation en alpha 1, il y a un seul photon de perturbation ici. Mais si, maintenant, on fait ce chemin-là, on a 3 photons ici. Donc on en absorbe 2, on en émet 1, ça fait alpha 3. Et comme on a une émission stimulée, ben forcément, ça fait un signe-. Et donc ça marche parfaitement. On peut faire de la combinatoire après en disant combien de chances j'ai d'absorber 3 photons de celui-là et Q-3 de celui-là. Si j'ai, c'est je sais pas, 50% de plus de ce faisceau par rapport à celui-là. Donc on fait vraiment de la combinatoire, C, N, Q. Et moyennant quoi, on arrive à reproduire précisément. Alors ça, c'est le rendement en fausse couleur pour un ordre de diffraction P, par exemple, ici. Là. En fonction de la perturbation, le deuxième laser augmente, on voit des oscillations. Là, et ça, c'est parfaitement observé dans l'expérience. Voilà. Donc, on réconcilie comme ça l'approche en termes de photons et l'approche en termes de champ, le modèle à 3 étapes. Et ça, c'était la thèse de Martin Luttmann en particulier. Et là, il a eu de la chance parce que c'était au mois de juin, juste avant le prix Nobel d'Anne Lhuillier. Donc maintenant, je crois que c'est foutu, mais lui, il a eu de la chance, il est passé juste avant. Tout ça pour illustrer le fait que la génération d'harmoniques d'ordre élevé a été découverte en 87, mais encore aujourd'hui, il y a des études qui permettent d'approfondir notre connaissance sur le sujet. Alors, pour terminer, une petite galerie de photos qui conclut l'exposé, pour illustrer le fait que Anne et Pierre sont revenus nous voir plusieurs fois pour recevoir un tas de distinctions. Alors, c'est assez amusant parce que... Alors, non, d'abord, c'est très, très gentil de leur part, mais ils nous ont offert au laboratoire alors, un prix Nobel reçoit trois médailles. Il en garde une pour lui, et les 2 autres, il fait ce qu'il veut avec. Et chacun des 2 nous a donné une médaille pour être exposé dans le labo. Donc, ils sont venus inaugurer ça. Puisque la chose amusante que j'avais mentionnée, c'est qu'ils sont aussi devenus commandeurs dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ou peut-être grand commandeur, enfin, je ne me rappelle plus le titre. Mais bref, toujours est-il qu'il faut une cérémonie, donc c'est pour ça qu'ils ont des colliers comme ça. Donc voilà. Cet exposé, bien sûr, je ne l'ai pas fait tout seul, donc il y a eu des collaborateurs. Alors, Martin Luttmann, Meka Vimal, les étudiants en thèse, Mathieu Guerre, étudiant en thèse aussi, David Brasseau, mon collègue, des collaborateurs de Salamanque, de King's College à Londres et du Brésil. Et puis, pour finir, vous voyez que notre groupe est maintenant un peu plus conséquent, puisqu'on a une vingtaine de personnes qui sont dirigées par Pascal Salière. Et avec ça, je vous remercie. Merci beaucoup Thierry pour l'exposé qui était très pédagogique. Merci. Et puis comme tu dis, qui arrive à crescendo et on a pu apprendre des choses, je pense, je suis sûre. Et maintenant, est-ce qu'il y en a certains parmi nous qui ont des questions? Donc les micros que vous avez en face de vous fonctionnent, sinon on a un autre micro qu'on pourra amener une question. Je me propose pour une question, je vais voir si ça marche. Ah, peut-être que ça marche. Ça marche super bien. Si vous voulez, vous entendez? Non, on utilise. C'est une curiosité. Vous avez parlé de la partie classique qui était très claire. On a l'électron, le champ électrique qui arrive, l'électron qui est un parti, puis il revient, et ça crée c'est beau, très beau. Quantiquement, l'impulsion d'un photon, il est plutôt dans cette direction. Oui. Si je devais avoir une idée quantique, alors là, par contre, peut-être que je ne serais pas dans le domaine de l'optique, mais plutôt dans le domaine de l'aéronautique. Moi, je travaille dans l'aéronautique. Et il m'arrive souvent qu'on retrouve en aéronautique ceux qu'on a découvert avant l'aéronautique, comme celui d'expert de sauf que dans ce cas-là, je ne vois pas comment ça pourrait matcher, parce que l'impulsion est transmise plutôt comme ça. Ouais. Alors, l'impulsion lumineuse a effectivement son vecteur impulsion, disons dans ce sens-là, et en général, c'est polarisé linéairement comme ça. Le champ électrique oscille comme ça. Ouais. Donc l'électron, il part comme ça, il revient comme ça, et c'est un phénomène paramétrique. Le gaz revient à son état initial à la fin. Donc on a juste émis un électron temporairement, réémis, et tout est recraché après comme ça. Donc c'est le champ électrique, la polarisation du champ électrique qui décide par où part l'électron, vers comme ça ou comme ça. Enfin. Par exemple, si on fait la même expérience en polarisation elliptique, le champ électrique va faire des ronds comme ça, et en fait, ça ne va jamais recombiner, et donc la génération d'harmoniques d'ordre élevé ne marche pas en polarisation circulaire. Est-ce que c'est aussi une question d'ordre de grandeur
l'effet Compton. Ah oui, non, oui, oui, on est dans le régime d'ionisation tunnel, donc c'est vraiment un effet de champ. La longueur d'onde, c'est beaucoup plus grand enfin, un nuage électronique, on le voyait au début, c'est une fraction de nanomètre, et là on est plutôt à des 800 nanomètres de longueur d'onde. Donc enfin, l'électron voit le champ électrique. J'avais une question aussi. Je suppose que l'image que tu donnes, c'est avec les électrons des couches externes. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir la même chose avec les couches internes, et auquel cas, éventuellement, franchir un nouveau palier et aller à des temps qui sont beaucoup plus bas? Oui, alors deux réponses. La première, c'est, par exemple, sur une molécule, les couches sont plus proches les unes des autres. Par exemple, si on fait la génération d'harmoniques dans CO2 ou N2 ou des choses comme ça, souvent il y a des couches qui sont à 1,5 ou 3 eV de différence, et les deux contribuent à l'émission. Donc effectivement, on a même des cas de figure où l'électron sort d'une couche, part dans le continuum, ça dure environ une femtoseconde quand il part, l'électron qui était au-dessus redescend et ça se recombine au-dessus. Ou alors ça oscille, et puis enfin, bon. Donc oui, ça peut venir des couches inférieures. Après, est-ce que ça peut venir des orbitales de Kerr? À ma connaissance, ça n'existe pas encore. Alors, il y a un problème qui va apparaître, c'est que, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi l'accord de phase qui va jouer un rôle important dans cette affaire-là. Et quand on fait ça, en fait, le modèle à 3 étapes, en fait, il y a plein d'électrons qui partent et qui ne reviennent jamais. Nous, on est intéressés par ceux qui reviennent, mais il y en a plein qui partent et qui ne reviennent jamais. Et donc là, ça nous crée petit à petit un milieu qui est fortement ionisé avec donc il y a des ions, des électrons, qui ont chacun leur dispersion, dispersion optique, et qui peuvent tuer l'accord de phase. Donc si on essaie de viser la 1s, disons, une orbitale de Kerr, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les électrons de la couche externe, ça va nous mettre plein d'ions dans le milieu, et l'accord de phase va être très mauvais. Donc, ça ne marche pas très bien en général, à ma connaissance. Mais il y a peut-être eu des expériences, il y a eu des expériences sur des plasmas, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a un micro? Je voudrais juste revenir là par rapport à les applications. J'ai été quand même impressionné par voir, là, comme tu as mis la conférence qui était la Physicato, là, aux États-Unis, il y avait quand même une part de matière condensée non négligeable. Oui. J'ai été surpris que tu étais à 20 quelques %. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que par exemple, tu parles de l'atomagnétisme. Ouais. Bon, nous, on est dans le domaine, quand les gens font, nous, on est sur le magnétisme, le phantomagnétisme. Ouais. Alors, une technique de choix pour la physicato en matière condensée, c'est la technique dite ARPES, oui. Angularly Resolved Photoemission Spectroscopy. Donc, en fait, c'est une technique qui date un petit peu, je ne sais pas, qui a 15, 20 ans, 30 ans peut-être, je ne sais pas. Essentiellement, c'est développé sur les synchrotrons, sur les lasers électrons libres. On envoie de la lumière XUV, on regarde les électrons, et est-ce qu'ils partent avec beaucoup de... Enfin, les électrons primaires, est-ce qu'ils partent dans quelle direction, avec quelle intensité, etc. On peut même mesurer le spin des électrons, c'est le spin ARPES dans ces cas-là. Et donc là, il y a de nombreuses études qui apparaissent maintenant sur, en particulier, les matériaux à la mode, isolants topologiques et des choses comme ça, où les gens regardent la dynamique de photoémission, est-ce que les électrons restent dans les vallées ou ne restent pas dans les vallées, des choses comme ça. Donc ça, le ARPES, ça se développe beaucoup. L'autre technique de choix qui arrive, c'est les mesures de réflectivité ou d'absorption transitoire. Donc là, alors c'est des méthodes optiques, donc on mesure, en fait, on mesure les photons manquants. Donc on arrive avec notre XUV, alors on arrive avec un laser, on excite le matériau, et ensuite on arrive avec de l'XUV, et puis on regarde comment l'XUV a été mangé par le matériau, en gros. Donc on cherche les photons manquants. Et on arrive à, comme ça, trouver des dynamiques, des dynamiques rapides, souvent à l'échelle de quelques femtosecondes. Il y a une difficulté à par exemple, on peut faire du Kerr résolu en temps,
de Kerr, donc c'est Kerr magnéto-optique. Donc on voit les dynamiques de magnétisation. Alors là, pour l'instant, personne n'a vu ça à l'échelle de la femtoseconde. Les dynamiques de magnétisation les plus courtes, c'est probablement 20-30 femtosecondes. Mais il commence à y avoir des signes montrant que, normalement, le spin d'un électron ne se couple pas directement à la lumière, mais il commence à y avoir des signes montrant des oscillations de magnétisation à l'échelle de temps d'un cycle optique, c'est-à-dire de 2 femtosecondes. Et ça a 2 ans ou 3 ans. Donc il est possible que, par des processus indirects, la magnétisation puisse être contrôlée à l'échelle femto, voire atto, par la lumière. D'autres questions? Et il y a le droit d'avoir des questions moins expertes que les professeurs de l'université. Hein. Il y a mon email aussi en petit dans le coin, là. Si vous n'osez pas, vous avez le droit d'écrire aussi. Et si vous êtes passionné, vous trouverez peut-être même un cours sur la physique atto que j'ai écrit pour ceux qui débutent dans le labo. Oui. C'est peut-être une question bête, mais si au début on dit qu'électroniquement c'est trop lourd, c'est trop court comme temps pour pouvoir faire électroniquement, comment on reporte les résultats informatiquement pour pouvoir faire des graphes? En fait, ouais, c'est tout. Comment je peux. Le principe, c'est la démodulation d'une certaine façon. Si tu as un truc qui oscille à la fréquence oméga, tu vas dire oméga, j'arrive pas à le résoudre. Mais si tu le multiplies par autre chose qui est à oméga, cosinus oméga t fois cosinus oméga t, ça te fait cosinus 0t plus cosinus 2 oméga t. Tu as un truc qui est statique. Et donc, c'est toute la technique. Quand ça va trop vite, tu multiplies avec une chose qui va aussi vite. Et c'est ce qu'on fait là. On multiplie l'attoseconde avec un champ électrique du laser, d'une certaine façon. Et comme ça, on arrive à mettre la fréquence à un endroit qui devient mesurable. Donc alors, il y en a qui vont te dire hétérodynage, d'autres modulation de fréquence, enfin, mais c'est toujours pareil. Quand tu n'y arrives pas, tu multiplies. Et ça. D'optimiser, quoi, et qu'est-ce qui va faire que certains électrons, on va avoir, donc en disant, il y en a certains qui vont s'échapper. Alors la littérature est très abondante. Alors soit il faut, par exemple, il y a des collègues à Londres qui ont proposé the perfect wave. Si on est capable de faire une onde lumineuse, non pas sinusoïdale comme ça, mais alors je ne me rappelle plus exactement, mais c'est quasiment une dent de scie. Eh ben, ça marche mieux, parce qu'il n'y a que des bons électrons quasiment. Et puis il y en a d'autres qui disent « Ah oui, mais en fait, il faut mettre un petit peu de polarisation comme ceci ou comme cela. » Enfin, il faudrait avoir un contrôle parfait du champ. Et là, je parle à Marina parce que ce matin, on m'a présenté une manip où il y avait du pulse front tilt. Alors c'est quoi? On prend une impulsion laser femtoseconde, c'est une crêpe, sans la saucisse. Comme ça, c'est très fin, ça fait 10 microns et 100 microns comme ça. Et dedans, il y a plein de cycles optiques. Par exemple, ce qu'on a réussi à faire avec des collègues du Canada, c'est faire que chaque cycle optique ait un front d'onde un peu comme ça. Tic, 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 tic. Moyennant quoi, à chaque fois qu'on a fait le modèle à 3 étapes, là, l'émission se fait perpendiculairement au front d'onde, ça tournait à chaque fois. Donc au lieu d'avoir des harmoniques en face, on a eu plein d'impulsions attosecondes isolées, mais séparées spatialement. Vous voyez, donc par exemple, tout ce qu'on fait sur le champ électrique du pilote se transfère d'une certaine façon à l'XUV. Et il y a plein de techniques d'optimisation en mélangeant des fréquences, des portes de polarisation par exemple, qui sont assez malines aussi. Il y en a plein. Et ça continue.
Merci.